jeudi 21 septembre. Yarana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de cette édition d'information. Discours purement politique et toujours pas de cap dévoilé à l'Assemblée. Aujourd'hui encore, les prises de position diffèrent entre le président de l'institution et celui du pays. Les détails dans un instant. Et dans quelques jours, le CESEC fera sa rentrée. Après une mise à l'arrêt forcée d'1 an, sa composition est modifiée. Les LGBTQ sont représentés. Les explications de James Wu dans ce journal. Rapa, bon élève en matière de traitement des ordures, mais pour préserver son environnement, elle fait face à une difficulté, celle du coût du rapatriement des déchets à Tahiti, beaucoup trop lourd. Mais comme beaucoup de communes, elle sollicite de l'aide et elles sont nombreuses, mais encore faut-il savoir qu'elles existent. Eric Spitz nous en dit plus, le haut-commissaire est l'invité de cette édition. Et enfin, des conditions météorologiques parfaites pour le premier tronçon de la Hawaii Kinuiva à Solo, une étape pleine de rebondissements. Revi Tongsing a su tirer son épingle du jeu. Il en sort victorieux. Beaucoup espéraient aujourd'hui connaître les orientations du gouvernement. Mais à l'issue des discours, un seul constat, néant, pas de cap annoncé. Les allocutions étaient purement politiques. À force d'habitude, on oublie notre véritable identité, a déclaré Anthony Géros. Il veut supprimer le jour férié du 29 juin pour le remplacer par le 1er septembre, jour d'indépendance de l'Église protestante. Moïse Broderson, lui, préfère une date plus consensuelle, preuve d'une nouvelle discordance au sein même du parti. Caroline Fari, Patrick Singsi. Cette première séance inaugurale de notre session budgétaire m'accorde l'opportunité de m'exprimer officiellement dans ma fonction de président de la seconde institution politique, la principale. Anthony Géros, fin prêt à légiférer avec une feuille de route politique et identitaire, notamment dans la future création d'une commission de décolonisation présidée par lui-même. Outre l'instauration d'une journée des Nations Unies le 24 octobre, à laquelle le représentant de l'État sera invité, c'est surtout la suppression du 29 juin, fête de l'autonomie, qui surprend. Le président de l'Assemblée veut commémorer à sa place le 1er septembre, célébrant l'indépendance de l'Église protestante mahoï. Ce n'est qu'un vœu. Nous travaillerons donc en ce sens, en concertation avec les partenaires sociaux, parce qu'il ne faut pas les ignorer. Et sur le choix de la date, là, on voit bien qu'on a l'impression, est-ce que c'est un remerciement pour l'Église protestante Marie, pour son soutien pendant les élections et jusqu'à aujourd'hui. Mais on entend aussi que le président de la Polynésie dit qu'il faut trouver une date qui fasse consensus. Moetei Broderson, certes indépendantiste, mais républicain et démocrate. Un président d'accord pour une commission de décolonisation, d'accord pour remplacer le 29 juin, mais le choix du 1er septembre passe mal. Je ne suis ni protestant ni catholique, mais je ne voudrais pas que le fait de retenir le 1er septembre, qui est une date importante pour l'Église protestante maori, soit le début de débats sans fin entre les différentes confessions religieuses, ce d'autant que nous disposons déjà de la date du 5 mars. Dans un bref discours, le président survole rapidement le cap budgétaire de son gouvernement à la déception de l'opposition. C'est une rationalisation de l'action du gouvernement, c'est une réforme de la fiscalité pour aller vers plus de justice et d'équité. Et puis c'est également permettre aux entreprises d'être plus efficaces, voilà, si on veut retenir des grandes lignes. On n'a pas entendu de décision ou de mesures phares. Il nous a renvoyé au débat d'orientation budgétaire qui va se tenir, donc on n'a pas eu d'informations finalement. Et lui-même, je pense, a été un peu surpris du discours du président de l'Assemblée puisqu'il a répondu sur plusieurs points. Deux postures différentes ce matin, mais une même bienveillance avec le soutien des instances législatives et exécutives à l'ancien président Fritsch, récemment évassané à Paris. Et on parle politique avec vous d'abord, monsieur le commissaire Yarana. Yarana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Moetei Broderson a affirmé qu'il ne voyait pas l'État en adversaire, qu'il était indépendantiste, mais aussi profondément démocrate et républicain. Est-ce que cela vous rassure, ces propos ? Je n'ai jamais été inquiet. Je suis démocrate et républicain, comme le président de la Polynésie française. Je suis avant tout préoccupé par le quotidien des gens. Et on va en parler. J'étais à Rapa et Raivave. J'ai entendu parler de centaines de sujets, mais j'ai jamais entendu parler du jour férié ou de l'identité maori.
Mais est-ce que cette attitude est un retour d'ascenseur, selon vous, après le pas symbolique que vous avez réalisé le 29 juin dernier en étant aux côtés des indépendantistes à la stèle de Tavararo-Afa'a? Oui, enfin, le premier pas symbolique, c'est le ministre de l'Intérieur qui, le soir de l'élection, a téléphoné et a félicité le président. Le deuxième, ça a été l'invitation à déjeuner par le ministre de l'Intérieur le 6 juin. Le troisième, ça a été l'audience avec le président de la République le 7 juin. Et ma démarche se situait dans ce sens. Hein. Nous avons les mêmes objectifs. Le gouvernement veut s'occuper des problèmes quotidiens des Polynésiens. Et d'ailleurs, pour l'instant, l'économie se porte bien. Vous avez été invité à assister à la Journée internationale des Nations Unies le 24 octobre. Vous allez vous y associer? J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec Tony Géros. Et il le sait. On va faire comme pour le 29 juin. Il va me décrire précisément en quoi consiste cette cérémonie, comment vont se dérouler d'éventuels débats. Et je prendrai ma décision à ce moment-là. Et si vous acceptez d'y assister, est-ce que ce serait vraiment pour la paix politique ou réellement pour célébrer ce symbole d'espoir pour l'unité mondiale? Non, mais si j'accepte d'y assister, c'est parce que s'il y a un vrai débat de fond, je veux bien y participer. Et dans cette configuration-là, aujourd'hui, que l'on a, les relations qu'entretient le pays avec l'État, est-ce qu'on peut aussi espérer que le représentant de l'État à l'ONU s'associera aussi aux discussions le mois prochain? C'est une décision du président de la République. Nous aurons donc la réponse le mois prochain. Merci, monsieur le commissaire, pour ces premières réponses. Nous vous retrouverons plus tard et nous allons poursuivre avec un autre sujet. Au Congrès des maires, Moetai Broderson a proposé au Tavana un cadeau, la prise en charge par le pays de la gestion des déchets. Un cadeau empoisonné, selon certains, car les communes devront toujours débourser. Combien? C'est la grande question. Une chose est sûre, le traitement des ordures coûte cher pour les îles éloignées notamment. Certaines se démènent malgré tout pour préserver leur environnement. Exemple à Rapa avec Jacques Damour. Du fait de son isolement géographique, la gestion complexe des déchets se base sur 3 grands axes à Rapa. Bonne volonté de la population, pragmatisme et bon sens sont les garants d'une gestion exemplaire, mais pas seulement. Développement durable également. Oui, ils sont forcément dans le développement durable. Et je pense qu'à Rapa, on a fait du développement durable, sans l'appeler ainsi, depuis des siècles, tout simplement parce que les ressources sont rares. En 2021, Rapa a obtenu le premier prix de la Tortue d'Or des îles éloignées devant Arotua avec 6900 kilos de déchets recyclables rapatriés, soit un peu moins de 14 kilos par an et par habitant. Un prix qui récompense tous les efforts fournis pour protéger l'environnement fragile, avec en toile de fond la transmission d'une terre saine aux générations futures. Ajouter à cela la convention signée avec le syndicat Fenouama, un signe fort d'une démarche éco-responsable. Seulement voilà, la grosse difficulté réside dans le coût du transport des tris assurés par le Toapé vers Tahiti. Un coût imputé au budget général de la commune, même si un accord global avec le transporteur permet chaque année 2 retours de déchets gratuits. Je tiens aussi à souligner que Rapa est en avance sur certains points, comme par exemple le tri des déchets. Il y a un tri des déchets qui est fait. Tous les déchets sont envoyés hors de l'île ou alors traités sur place. Et il y a bien des communes de France qui devraient prendre exemple sur Rapa. Déchets recyclables, bouteilles en plastique, canettes en aluminium et boîtes de conserve sont renvoyés vers Tahiti, ainsi que les déchets toxiques, piles, batteries, huile de moteur. Les autres déchets recyclables, papier, carton, sont broyés sur place et valorisés en compost avec les déchets verts broyés. Ne sont enfouis au CET que les déchets ultimes produits en très faible quantité grâce à la bonne application par la population des règles de tri. Eric Spitz, si vous estimez qu'à Rapa, on a fait du développement durable, ce n'est pas le cas dans d'autres communes, à Tahiti aussi. Comment est-ce que l'État peut-il soutenir ces villes dans cette transition? Alors, il y a un triple soutien, un soutien financier, un soutien juridique et un soutien technique. Je rappelle quand même que sur les 200 milliards que l'État subventionne pour la Polynésie, il y en a 17 milliards pour les communes, sous forme de dotation de fonctionnement.
Un Polynésien, il a en moyenne 33 000 francs pacifiques de dotation globale de fonctionnement. Un métropolitain, 19 000. Donc l'État est particulièrement généreux. Et puis l'État a aussi des outils, notamment le fonds de transition énergétique, ou le 3IF, qui est un instrument aussi pour construire d'éventuelles déchetteries, pour aider les communes, mais surtout, l'État a une direction, la direction de l'ingénierie publique, avec des ingénieurs spécialistes qui répondent là où l'ingénierie privée ne veut pas aller. Par exemple, tous les bâtiments qui ont été construits à Ravaivé l'ont été sous la direction d'ingénieurs de l'État. C'est la même chose dans les Tuamotu-Gambier. L'ingénierie privée ne souhaite pas aller aussi loin. Au Congrès des maires, votre secrétaire général a indiqué que la Polynésie a cette singularité qu'elle consomme systématiquement tous les crédits alloués. Est-ce que finalement on ne subventionne pas de mauvais projets, ou en tout cas des projets qui ne répondent pas à l'urgence, puisqu'aujourd'hui la transition écologique semble encore compliquée? Les choses ont évolué en 2022. C'est vrai qu'en 2021, il a fallu faire plusieurs appels à projets de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour dépenser, entre guillemets, tout l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En 2022, ce n'était plus le cas. Et pour les deux nouveaux fonds que nous avons créés, le fonds vert et le fonds de transition énergétique, ce n'est plus le cas non plus. Donc il y a une meilleure sélection? Il y a une meilleure sélection. Alors, nous avions 1 milliard pour le fonds Macron en 2023. Depuis le 15 septembre, nous connaissons les dossiers qui sont déposés. Il y en a plus d'une vingtaine. Et il y a 4 milliards d'euros de subventions qui sont demandées. Donc là, on croule un peu sous les projets. Et là, pour le fonds Macron, quand est-ce que nous connaîtrons le nom des lauréats? On connaîtra le nom des lauréats à la mi-novembre. Et peut-être même qu'on pourra déjà commencer une programmation sur 2024, puisque les projets ont l'air nombreux et de très bonne qualité. Alors, différentes aides de l'État existent, on en parlait justement, mais les communes ont aussi de l'argent dans leur caisse. C'est le bilan de l'Observatoire des communes de Polynésie. Mais il y a un déficit d'investissement dû à un manque d'ingénierie. Est-ce que les maires n'auraient pas aussi et surtout besoin d'un accompagnement technique plutôt que financier? Oui, c'est ce que je vous disais, ils ont besoin d'un accompagnement technique. Dans les Tuamotu, la quasi-totalité des abris de survie, on en a financé beaucoup, pour 6 milliards de francs pacifiques, l'ont été par des ingénieurs de l'État. On était à Kaukura avec le ministre de l'Intérieur, on a inauguré une école qui est en même temps un abri de survie. C'est le Haut-Commissariat de la République qui a été l'assistant technique du Tavana pour la construction de cette école. Maintenant, est-ce que l'assistance technique offerte par le Haut-Commissariat est suffisante sur l'ensemble de la Polynésie? Est-ce que la Polynésie ne devrait pas elle-même embaucher des ingénieurs pour aider les Tavana? C'est une réflexion qui reste à avoir. Aujourd'hui, vous avez assisté au congrès des maires. Oui. Quelles ont été les doléances des Tavana sur place? Écoutez, c'était plutôt des messages de satisfaction. Bien évidemment, ils souhaitent qu'on les accompagne dans les projets liés au développement durable. À Rapa et à Raivave, il y a quand même de gros soucis, notamment à Raivave, à cause de la montée des eaux. Les routes sont des fois submergées lorsque la marée est haute. Et donc, c'est plutôt sur ce type de projet que j'ai été interpellé. Merci beaucoup, Eric Spitz, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et demain, nous vous retrouverons en radio. Ce sera au tour d'Ibrahim Ahmed Aziz d'accueillir le haut-commissaire dans l'émission L'invité café. Nous vous en parlions hier soir. 42 membres du CESEC ont été désignés, mais la 4e institution sera bien composée de 51 représentants. Certains doivent encore être choisis, mais la majorité des collèges sont égaux. Chacun sera composé de 12 élus, exception faite à ceux du développement et des archipels. L'un compte 10 sièges, 5 pour le second. Les détails avec vous, James O. Quels sont les changements de cette mandature? Bonsoir Ayata, vous l'avez dit, premier changement, le nombre de sièges qui passe de 48 à 51. 51 membres répartis non pas en 4 mais en 5 collèges. En effet, le collège des archipels fait son apparition dans l'institution et sera donc composé de 5 membres. C'est le deuxième changement apporté par le gouvernement afin, je cite, d'accorder une place à part entière au secteur d'activité propre aux archipels, à savoir le tourisme, la perliculture, l'artisanat et les langues polynésiennes. Et que faut-il retenir des autres collèges?
Regardez, Eyata, le nombre de sièges par collège reste inchangé, sauf pour le collège développement, qui perd 2 sièges au profit des archipels. Et à ce jour, seul le collège des salariés a été pourvu dans sa totalité, avec des grands noms du syndicalisme polynésien tels que Eugène Semers pour la CSIP et actuel président du CESEC, Lucie Tifena pour Haut-Hay, qui au passage récupère un siège à la CSTPFO, qui se retrouve donc avec 2 sièges au lieu de 3. Et qu'en est-il de la parité ? C'était tout l'enjeu de cette réforme du CESEC en arrêt technico-juridique depuis le 3 septembre 2022. 3 mois plus tard, au mois de décembre, l'ancien gouvernement essaye de faire évoluer la situation en imposant par la loi la parité aux organismes appelés à désigner plus d'un représentant. Sauf qu'en réalité, dans les faits, seuls 2 organismes sont appelés à désigner plus d'un représentant. La CSTPFO, nous l'avons vu, et la CSIP avec 3 sièges et 2 sièges à l'époque. Mais un amendement déposé par un élu Tavini, voté à l'unanimité, est venu imposer la parité et préciser qu'elle s'applique également aux organisations patronales interprofessionnelles représentatives. Une disposition sur laquelle s'appuie le gouvernement pour regrouper sous la bannière CPME 4 sièges, à savoir 2 hommes, 2 femmes, et pour le MEDEF 2 sièges, 1 homme, 1 femme. Et concernant les autres organismes qui disposent chacun d'un siège, pas de changement. Il leur appartient de désigner leurs représentants, qu'il s'agisse indifféremment d'un homme et d'une femme. Et pour terminer, Eyata, selon l'arrêté PR du 19 septembre 2003, c'est-à-dire avant-hier, on connaît déjà sur 51 membres du CESEC, 42 ont déjà été désignés. Et sur ces 42, 20 sont des femmes. Merci beaucoup, James O, pour cet éclairage. Et la première séance plénière se tiendra le 4 octobre prochain. Et pour cette nouvelle mandature, la présidence reviendra en principe au Collège du développement. Pas de grève, finalement, au Centre des métiers de la mer de Polynésie. La FRAP a décidé de suspendre le préavis à l'issue des discussions hier soir avec le ministre des Ressources marines. Autour de la table aussi, le directeur de l'établissement, dont l'attitude et la gestion sont principalement mises en cause. Le ministre a donc proposé aux syndicalistes sa révocation. Jean-Paul Ourima nous donne plus d'explications au micro de Evar Apoto et Patrick Singsi. Effectivement, il a bien évoqué cette mise à l'écart et un remplacement à la tête de cette direction de l'établissement. Et nous attendons des actes concrets et forts et fermes. Et concernant la grève des pompiers des aérodromes, souvenez-vous, le préavis avait également été suspendu le 7 septembre dernier. Les parties se rencontreront demain à 13h pour faire un point sur l'application du protocole signé. Je vous propose maintenant de prendre l'air en mer avec les compétiteurs de la Hawaii Kinwave à Solo. Une première étape pleine de contre-coups entre les principaux leaders. Au final, Revi Tongsing sort vainqueur. Le résumé de la course avec Ar-Ihwetif Afana et Sandroli. Cela aurait pu être le combat pour la victoire. Mais devant, Revi Tongsing mène la course de main de maître. Le cap près des côtes est le meilleur. Ajoutez à cela le talent du grand Revi. C'est le mix parfait pour décrocher la première place. Les copains en haut et à droite, ils sont montés un peu. Moi, j'ai vite lâché. Et puis, j'ai bien surfé, j'ai essayé de creuser à ce moment-là. Et je pense que mon cap a bien marché aujourd'hui aussi. Dès le départ, 3 caps se dessinent. Kevin Serran-Jérusalemi prend plus au large comparé à Revi. À 30 minutes de la ligne d'arrivée, c'est une chasse à la 2e place pour Kevin et Steve Tehot-Ata. Et c'est finalement l'enfant de Huahine qui prend la 2e place. C'est imprévisible ce parcours-là. Hein? Tu crois que la houle vient de droite, tu crois qu'il faut monter d'abord et après surfer tout droit dans la passe, mais manque de peau. Hein? Plus tu vas à droite, plus tu prends du terrain. Hein? Je voyais tout Théari comme c'est son jardin. Hein? Donc j'ai essayé de marquer, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à gauche, il y avait quand même pas mal de pilotes qui étaient déjà passés devant. Hein. J'ai plus réfléchi, j'ai essayé de surfer et je verrai combien je vais entrer. Hein. Le maillot jaune et vainqueur de l'étape l'année dernière est devancé à domicile.
Mais la Hawaii qui nuit solo ces 3 étapes, Tutear Ihoatua, Hot Twitter et pour eux ou encore Kevin Serran Jérusalemi ont encore toutes leurs chances de l'emporter au classement général. Parce que la première étape, on a quand même laissé pratiquement toutes nos plumes là. Et bon, il va falloir bien se reposer ce soir. Demain c'est notre jour, les conditions ne seront peut-être pas pareilles. Hein. Donc il va falloir s'adapter demain. On notera l'absence de l'élite de Shelva. Seul Ami Damas représente les couleurs de l'équipe dans cette 2e édition. Demain, rendez-vous à Hitia'a à 9h30 pour la 2e étape longue de 28 km. Sur la route, à présent, Ryan Lakeni réitère l'exploit. Il décroche la première place du contre-la-montre à Hitia'a. 13 km parcourus en 17 minutes, 30 secondes et 59 centièmes. Sur le podium aussi ce jeudi, vous le voyez, Tarouya Krener et Florian Barquet. Malgré ces résultats, Olivier Leroy reste en tête du classement général. Et dans l'Hexagone, le 15 de France signe la plus large victoire de son histoire, 96-0 contre la Namibie. Après un match décevant face à l'Uruguay il y a une semaine, les Français ont montré un tout autre visage. Pour leur 3e match de poule en Coupe du Monde, les Bleus ont écrasé leur adversaire. Prochain match, le 7 octobre, face à l'Italie. Allocution très politique à la session solennelle de la session budgétaire, c'est l'information de ce journal. Une séance très attendue car elle permet de connaître les orientations du gouvernement pour l'année à venir. Mais à l'issue des discours, l'inquiétude et la déception sont grandes dans les rangs de l'opposition. Et cette rentrée budgétaire est également à la une de votre quotidien demain, des orientations budgétaire, titre-t-il. Rencontre avec les familles Edmunds, Manatea, Lebronek et Hariapo dans votre émission Pa'awaura ce jeudi soir. Puis Moko, un documentaire maori, vous immerge dans la société maori contemporaine, autrefois menacée de disparition. Et puis retrouvez de nouveaux épisodes de la série Elementary. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je cède ma place à Cybèle Plichard. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très bon week-end, prenez soin de vous et à lundi, avec plaisir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet